Mesdames, Messieurs, bonsoir. La presse s'est intéressée en début de semaine à l'organisation matérielle de l'élection présidentielle. Elections Cameroun ayant entamé les opérations nécessaires à la production des documents électoraux et aux autres éléments nécessaires à la bonne tenue du scrutin du 12 octobre prochain. Dans les colonnes des journaux, on a pu suivre le déploiement des candidats et leurs mandataires sur le terrain. Par exemple, les actes qui sont posés pour une alliance possible entre les candidats en face de celui du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais dans le flux de l'actualité que nous avons cette semaine, force est de constater que la presse relaie et commente abondamment les consultations du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, notamment le passage du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, celui des chefs traditionnels de la région de l'Ouest et plus encore le contenu du courrier du chef de l'État français à son homologue camerounais. Emmanuel Macron reconnaît que la France a mené une guerre au Cameroun contre les mouvements indépendantistes avant et après 1960, marquée par de graves violences. Ce qui est intéressant, c'est qu'il accepte d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements. Scène de presse ce soir soumet ces faits d'actualité à la discussion en donnant la possibilité d'échanger sur les dits et non-dits de la lettre du président Macron au président Paul Biya. Échanger également à l'approche du scrutin du 12 octobre sur le dialogue stratégique entre l'Église catholique et la présidence de la République. Un dialogue pour éviter une escalade de violence électorale. Pour ce faire, la CRTV a fait venir autour de cette table Éric Boniface-Chouake, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Scène de Presse. Journaliste chef de chaîne RTS, Radio Tiemeni Santou. C'est bien cela et surtout merci de m'avoir invité. Tout à côté de vous, Simon Métingue, bonsoir. Bonsoir Séverin. Merci d'être là. Merci beaucoup. Journaliste communicant, presse cybernétique du comité central. Il fait partie des membres de la sous-commission communication du comité central du RDPC. Au bout de la table, Perrin Melchior Nzié, bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir aux copanélistes. Merci, vous êtes journaliste, communicant. Enfin, je termine par Dr Alvin Assembendi, bonsoir. Bonsoir Monsieur Alegambele, bonsoir à mes copanélistes et merci de m'avoir invité. Chargé de cours au département d'histoire de l'Université de Yaoundé 1, membre de la commission Mémoire France-Cameroun. À tous, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. Sur le chemin qui nous conduit au scrutin présidentiel du 12 octobre, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a poursuivi cette semaine les consultations au palais de l'Unité. Ferdinand Gongo a reçu, entre autres, les délégations du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun, la délégation des chefs traditionnels de la région de l'Ouest et surtout celle du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, conduite par son président, Monseigneur André Nkea, archevêque de Bamenda. La presse rapporte que la délégation des évêques a saisi cette occasion pour élever des prières en faveur de la paix, de l'unité et de la stabilité du Cameroun. Dans un esprit de concorde et de responsabilité nationale, Ferdinand Gongo et les prélats ont réaffirmé à l'unisson avec la philosophie du chef de l'État que nul n'est au-dessus du Cameroun. Ils ont également souligné la nécessité de prévenir toute dérive susceptible de compromettre la cohésion nationale en appelant à l'apaisement des tensions et à la mise en sourdine des sirènes de la violence. Finalement, tout le monde milite pour la paix avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Éric Boniface. Naturellement, cela va de soi, surtout lorsqu'on est religieux. C'est l'une des principales missions de l'Église parce qu'elle ne peut pas conduire les croyants vers la terre promise ou le paradis sans se préoccuper de leur bien-être, et le bien-être passe notamment par la paix. Sauf que la paix ne signifie pas seulement absence de guerre ou de conflit ouvert, parce que je crois l'évêque du diocèse de Bafoussam, Monseigneur Lontier Kene, l'a si bien relevé dans une lettre pastorale tout récemment. La paix suppose également un État ou bien une société dans laquelle règne la justice. La paix, puisque nous sommes en contexte électoral, suppose que les choses se passent suivant les règles établies et dans la transparence totale. Ce sont là des gages pour la préservation de la paix. Parce que c'est l'inverse qui apporte généralement des conflits et des injustices qui provoquent ou déclenchent des
des situations incontrôlables. Et de la part des religieux, tout à fait normal qu'ils puissent être dans leur rôle de faire, d'appeler à la paix et qu'on s'appuie sur eux. D'ailleurs, je crois qu'ils influencent directement ou indirectement la plupart des citoyens. Je parle parfois des chrétiens et des musulmans. Vous savez que les guerres les plus sanglantes dans l'histoire ont d'ailleurs été des guerres de religion. Donc, il y a beaucoup qui croient en leur guide spirituel. Et lorsque ceux-là qui exercent une certaine autorité morale parlent, je crois que cela a beaucoup d'effets sur de nombreux citoyens. Perrin, c'est apaisant. Hein. Quand on a écouté l'évêque de Yagua, on a écouté l'évêque de Bafoussam, Eric en parlait tout à l'heure, et quand on a lu la dernière sortie de Monseigneur Cléda, l'archevêque de Douala, on s'est dit, enfin on retrouve le droit chemin. En réalité, je pense que c'est tout à fait normal parce que dans une communauté comme celle des prélats, c'est normal qu'il y ait des dissonances. Il y en a qui militent pour, on va dire quoi, qui ont un autre son de cloche. Et maintenant, il y a une autre catégorie qui pense que la paix est importante. C'est pour ça que cette délégation a été reçue à la présidence pour donner aussi l'autre son de cloche qui vient en contre-pied de ce que les premiers que vous avez cités ont évoqué. Le quotidien Le Messager, dans son développement de cette actualité, estime que sur plus de 30 évêques, 7 seulement ont répondu à l'appel du Palais de l'Unité dans une audience tenue le 13 août au lieu du 12, initialement prévu, ce qui, d'après cette publication, suscite des interrogations sur les divisions au sein de l'Église catholique à 2 mois de l'élection présidentielle. Je voudrais quand même préciser ici que c'est le Conseil permanent qui a été reçu au Palais de l'Unité. Pas tous les évêques, hein, ce n'était pas la conférence épiscopale nationale. Docteur Assembe, tout cela vous rassure comme citoyenne? Comme citoyenne, je me réjouis de voir que toutes les couches, hein, j'ai vu également, au-delà des chefs traditionnels, des étudiants, des élites, toutes les couches sont interpellées et le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, recueille les différentes doléances parce que après une élection, il faudrait bien que le Cameroun continue sa voie vers le développement et surtout qu'il y ait un esprit de paix, une culture de paix. Donc il est important cette concertation, même si elle arrive, à mon avis, un peu tard et au regard du temps qui reste pour les élections. Mais j'ai envie de penser que c'est une continuité du grand dialogue national, ce dialogue entre les différentes composantes, les différentes sectorielles. Et ce n'est qu'une bonne chose de dialoguer avec les citoyens. En tant que citoyenne, je me réjouis de ce qu'il n'y ait pas de rupture entre les administrés et l'administration. Les prélats ont échangé avec la présidence de la République sur des thèmes tels que la préservation de la paix, nous en parlons, de l'unité, de la stabilité dans le pays à l'approche de l'élection présidentielle. D'aucuns interprètent cette démarche comme, c'est une citation, hein, un geste de rapprochement stratégique avec le pouvoir au détriment du rôle prophétique de l'Église en faveur des populations marginalisées. Bon, c'est vrai, oui, effectivement, mais il faut noter que dans un État, chaque personne a un rôle à jouer, chaque entité a un rôle à jouer. Si l'autorité politique gère la société, c'est-à-dire qu'elle a de gérer la société, l'Église, c'est la formation intégrale de l'homme. Et justement, lorsqu'on a l'amalgame, parce qu'on parle suffisamment, on regarde suffisamment la poutre qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne regarde pas la paille qui est dans ses yeux. Lorsque, justement, on fait cet amalgame-là, on se retrouve évidemment avec l'absence de paix. Parce que le champ politique, il est réservé à ceux-là qui se sont donné vocation de le faire. Les prélats, c'est avant tout des citoyens. Ils votent aussi, ils ont un droit de regard sur ce qui se passe autour d'eux. Ils ont à se prononcer quand ça ne va pas. C'est justement là où se situe le vrai problème. Quelle est la démarcation entre un prélat et un citoyen? Moi, je vais vous prendre un cas de figure. Moi, je suis catholique.
Vous savez, vendredi dernier, on a fêté l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Je vais avec mon enfant à l'église. Et pendant qu'on fait l'homélie, le prêtre tousse au micro. Et mon fils qui te dit, papa, donc Dieu tousse aussi. Je dis non, oui, tout le monde peut être malade. Mais je n'étais pas embarrassé de savoir que on voue en ces prélats une certaine sacralité. Et donc, lorsque cette démarcation... Non, ils doivent profiter de cette position que la société leur donne pour diriger, pour se prononcer sur des sujets d'actualité, des faits de société, ce qui nous touche. Non, je voudrais dire une chose. Le président du Conseil épiscopal national, André Akeya, archevêque de Bamenda, a dit que l'Église n'est pas un parti politique. Ce sont des associations, c'est vrai, mais ce n'est pas un parti politique. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « on préfère le diable » dans une église, quand l'autre vous dit « tel ne doit pas être candidat », non, on est déjà sorti du champ de la religion. On est dans un autre champ et tout le monde ne comprendra pas que ici c'est le citoyen qui parle, ici c'est tel qui parle. Dans un contexte comme celui-ci qui est très délicat, chacun doit savoir jouer son rôle. On ne doit pas tricher sur ces personnalités-là. Ici je suis citoyen, ici je suis tel. Parce que ça peut poser problème. Nous sommes dans la... C'est pour ça que le président de la République, en instruisant ces concertations, c'est pour qu'on se mette d'accord. Que vraiment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, le Cameroun nous appartient à nous tous. Et nous avons intérêt à le protéger. Et donc, si on doit le protéger, on pense qu'accordons-nous sur telle ou telle chose et laissons à la fin le peuple souverain émettre son destin décidé. Je crois qu'il y a un peu d'amalgame déjà au niveau de l'État. Parce que ces concertations, tout à l'heure, Alvin disait que c'était un dialogue, la poursuite du grand dialogue national. Moi, je ne pense pas. Parce qu'on constate que les concertations, certaines catégories de personnes, de personnalités sont exclues. Par exemple, lorsqu'on reçoit le chef de l'Ouest et qu'on n'a pas l'un des plus charismatiques, Soukoudou, qui est là, je ne suis pas sûr qu'on n'est pas là dans l'exclusion. On est plutôt dans un monologue. Quand on reçoit, les dignitaires des différentes régions, je crois que les opposants n'étaient pas souvent présents, ceux qui sont d'autres formations politiques. Et puis, il ne faut pas faire croire que les autres évêques qui ont un autre son de cloche soient appelés à la non-paix. Ni l'évêque de Yagua, ni l'archevêque de Douala, ni l'évêque de Ngaoundéré n'ont jamais appelé à un conflit. Ils donnent simplement leur point de vue. Je suis peut-être d'accord avec vous que c'est parce qu'ils sont citoyens et que peut-être la démarcation peut être difficile à un moment donné, mais ils ont le droit de donner tout à fait leur opinion. Et c'est de leur liberté et de leur responsabilité. N'oublions pas aussi qu'à force, vous êtes catholique, chrétien, catholique, romain, vous savez très bien qu'ils reçoivent des fidèles lors des confessions, donc ils ont un certain nombre d'informations. À partir de ces informations, ils peuvent donc se prononcer et vivre avec le peuple au quotidien. Le secret de la confession, Boniface. Non, ils n'ont pas cité. Le secret, le secret sortirait s'il révèle qui lui a confié écoutez, la nouvelle. Même si vous ne dites pas, vous ne citez pas mon nom, le fait de venir exprimer mes problèmes ici, je ne vous ai pas demandé de venir exprimer. Je vous ai demandé de me donner des conseils afin de voir comment est-ce que je peux résoudre ça. De deux... C'est souvent d'un point de vue général. Peut-être vous n'êtes pas le seul à lui avoir soumis le même problème. De deux, vous comprenez que c'est quand même délicat. De deux, le caractère laïque de l'État du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se comporter comme si nous étions un État chrétien ou alors un État exclusivement musulman. Il faut faire attention. Nous sommes un État laïque. Et donc, de ce fait, est-ce que vous savez que parfois les conflits interreligieux sont parfois très dangereux et à travers ceci, vous vous imaginez que lorsque, moi j'ai suivi le culte musulman, je crois mercredi dernier, au musée national qui prônait la paix, et que d'un autre côté, on vous dit non, nous on va attendre peut-être que le diable arrive, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que... C'était une métaphore. Non, c'était une métaphore. C'est pour ça qu'on dit que... Il a bien expliqué, il ne faut pas déformer ses propos. C'était une métaphore. Vous comprenez donc que il y a les consultations qui se passent
au secrétaire général là sont très Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été importants. reçu? Pourquoi Monseigneur Cléda n'a pas été Écoutez, reçu? on a invité Alors, est-ce que les vous évêques. comprenez la position de l'Église? Simon semble dire que c'est une position délicate. Eric le dit également à sa manière. C'est difficile de faire la différence, de dissocier le citoyen et le prélat. C'est vrai. Moi, je pense que les prélats, qu'ils soient prêtres, archevêques, évêques, même le pape, sont d'abord des citoyens. En tant que citoyens, ils ont un mot à dire. Maintenant, lorsqu'ils sont à l'église, parce que le problème se trouve au niveau du choix des mots. Certes, ils ne sont pas des spécialistes de langage ou bien de communication, mais c'est le choix des thèmes. Lorsque le prêtre dit la messe, il ne verse pas dans la vulgarité. Le prêtre fait un choix strict de ce qu'il doit dire à l'église, choix strict des mots. Alors, lorsqu'il quitte ce stade, Mais il embrasse un autre stade. Parfois, il est obligé de se référer aux situations courantes que nous vivons, qui sont autour de nous, à la vie courante. Justement, ça dit que lorsqu'il Il parle des écrits de la Bible et puis il nous ramène ces écrits sur ce que nous vivons. À ce moment-là, on comprend bien ce que Dieu demande. Bien sûr, sauf s'il veut verser dans la vulgarité. Non, mais est-ce que c'est verser dans la vulgarité? Lorsqu'il quitte le stade de l'église, aimez-vous les uns les autres? Est-ce que c'est reste citoyen et prêtre. Et je dois me lever chaque matin et dire bonjour au docteur Alvin Il a Asembe. le rôle, le devoir de procéder au choix strict des mots, puisqu'il demeure ce berger-là, ce conseiller des brebis. Donc, lorsqu'il quitte l'église, il vient dans la société, il utilise également nos expressions, c'est là tout le problème. Non, il n'y a pas de problème. Si vous avez souvent suivi l'archevêque de Bertois, Monseigneur Atanga, il a souvent cité un de ses prédécesseurs dans l'épiscopat, Monseigneur Dormont, qui dit généralement, je paraphrase, qu'on ne peut pas conduire le peuple vers des pâturages ou vers le ciel sans se soucier de leur quotidien. Donc, si l'évangile fait partie de la société, c'est pour ça que Séverin l'expliquait à juste titre, si vous les suivez très bien, ils reposent leur développement sur des versets bibliques. Donc, ils ne sortent pas de leur rôle. Moi, je suis un peu embêté par cette place que l'Église catholique prend à la veille de l'élection présidentielle. L'Église catholique a été l'un des bras armés de la répression ou de la guerre du Cameroun, avec cette fameuse lettre des évêques de 1955, justement, où les évêques reprenaient mot pour mot pratiquement ce que le haut-commissaire Roland Pré, qui avait commencé cette guerre armée, avait énoncé. L'Église catholique, à un moment, c'est vrai, il y a une dimension sociale dans le développement intégral. L'éducation, les hôpitaux, on ne va pas le nier, même l'élévation des consciences, le retour de la restauration de la dignité. Mais je pense que la mission principale de l'Église, c'est d'abord de former, d'éduquer, former un homme, une formation intégrale. L'Église catholique, c'est avant tout un déploiement en du attirant aussi Vatican. son attention sur les terres de la société qui peuvent être préjudiciables. Tout à fait. Pour son épanouissement. Et c'est de son droit, mais n'oublions pas que l'Église catholique, c'est avant tout le Saint-Siège et dont le Vatican, c'est aussi un État. Il serait bon aussi que au moment de la prise de parole de ceux-là qui représentent, je ne suis pas sûre que lorsqu'ils vont dans leur concertation, dans leur concile au Vatican, ils se prennent autant de latitude. Il me semble quand même que on peut, lors des concertations, il y a un minimum de respect. On ne peut pas tirer sur ces évêques-là qui ont accepté encore que c'est des membres d'un bureau de leur conseil qui ont été invités, qui ont rencontré l'administration camerounaise. Leurs confrères ne peuvent pas commencer à critiquer leur action. Donc je pense qu'au sein de l'Église catholique, déjà, ils doivent s'entendre, peut-être pour parler d'une voix commune, pour que leurs chrétiens, leurs ouailles aussi, ne se retrouvent pas confus dans la situation politique assez délicate que le Cameroun connaît. Il serait bon que l'Église catholique parle d'une seule voix et que les autres religions aussi soient invitées. On a l'islam, les musulmans sont passés. On attend aussi que des protestants passent. Et puis maintenant,
Nous sommes à une période électorale. On a vu le rôle tant positif que négatif que l'Église catholique a joué dans certains États en Afrique centrale. Parce qu'on a vu au Burundi, on voit au Congo-Kinshasa, comment l'Église catholique prend une place prépondérante dans la gestion de l'État. Et c'est normal parce que c'est d'abord une autorité morale. Mais je le dis encore, lorsqu'on est une autorité morale, il faut parler avec, tenir un seul discours à ses ouailles et ce serait bénéfique pour tout le monde. N'oublions pas que de nombreux dirigeants camerounais sont des chrétiens catholiques romains. Donc, ils ne font pas au hasard ce qu'ils sont en train de faire, ces évêques. Chacun est libre d'avoir son avis. Mais je pense aussi, et c'est là où il faut dire que peut-être les groupes ne parlent pas forcément au nom de tout le monde. Aucun évêque ne viendra mettre le bulletin d'un citoyen, d'un électeur dans l'urne à sa place. Chacun sera seul dans l'isoloir. Il peut avoir son avis. L'électeur, même étant chrétien catholique, peut décider autrement parce qu'il est seul avec sa conscience dans l'isoloir, tout comme les autres groupes qui disent c'est tout, nous soutenons tel, mais c'est de leur propre responsabilité. Ça n'engage pas nécessairement les membres des associations ou des congrégations auxquelles ils appartiennent. Alors, Éric Boniface, moi je suis très embêtée. Moi je ne suis pas catholique, je n'ai rien contre les catholiques. J'ai fait tout mon cursus secondaire dans un établissement catholique dont je leur dois ce que je suis. Mais je suis très embêtée parce que je vois deux sons dissonants au sein de l'Église catholique. Lorsqu'il y a des cérémonies, il y a la semaine dernière encore, on a vu le jubilé comment on appelle ça, au sanctuaire à Envolier. On a vu toute l'élite politique du Cameroun assise. Lorsqu'il y a des messes, on voit, c'est les ministres qui sont devant, ce n'est pas la veuve qui est devant, mais cette église dîne avec le politique tous les jours. Et puis, de temps en temps, elle se rappelle, c'est cette église qui reçoit toutes les grosses enveloppes de ces politiques. Et le soir, elle se rappelle que la veuve et l'orphelin n'ont pas d'eau potable et n'ont pas... Je dis, à un moment, lorsqu'on décide, heureusement que vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est certaines voix, mais alors là, si c'est des voix dissidentes, il faudrait que ces voix restent des voix personnelles et ne parlent pas au nom de l'Église et donc ne prennent pas le prétexte de la chair. C'est une dissonance apparente. Il y a une lettre pastorale de la Conférence nationale des évêques du Cameroun qui notamment a dressé le portrait robot du candidat. Ça, c'est tous les évêques du Cameroun. Ce sont tous les évêques du Cameroun. Donc, je ne pense pas que ce soit les prises de position de ceux qui sont allés rencontrer le ministre d'État secrétaire à la présidence de la République ou de Monseigneur Cléda et autres. Il n'y a pas, relativement à ce qui a été tracé par la conférence épiscopale, si vous lisez bien, il n'y a pas de problème. Ils sont sur la même longueur d'onde. Éric, il faut noter une chose, il n'y a pas de son dissonant. Le porte-parole des évêques, c'est l'archevêque de Bamenda. Il n'y a pas deux sons. Justement, il y a une lettre pastorale. Non, au-delà de la lettre pastorale. Qui dit qu'il ne doit pas, qui doit être, qui est le meilleur candidat, qui est le meilleur profil. Au-delà, et encore que cela n'entre pas dans leur pastoral. Ça, c'est de la politique. Faire des porteurs robots. Mais là, au moins, c'est tous les évêques du Cameroun qui sont tombés d'accord sur ce profil. Même si c'est le cas, ce n'est plus leur champ de faire les porteurs robots. Et je pense même que la sortie au perron du palais de l'unité de Monseigneur André Nkea est venue restituer les faits. L'Église catholique n'est pas une association politique. Elle se veut neutre. C'est une vérité. C'est ça dont il est question. Maintenant, c'est une vérité. Il faut que... Moi, je suis journaliste, mais je ne suis pas ici en tant que journaliste, je suis communicant d'un parti politique. Il faut que ceux qui s'aventurent en soutane dans le champ politique disent clairement, ici, je parle en tant que citoyen. Ça permet aux oreilles d'être fixés. C'est de ça dont il est question. À défaut de ça, rester dans leur cadre. C'est de ça dont il est question, parce qu'ici, c'est l'amalgame, c'est cela qui crée l'amalgame. Et on a vu l'abbé Melone être député au Cameroun. On a vu Barthélemy Boganda diriger l'Ubangi Chari. On a vu Fulbert Youlou diriger l'État du Congo. Même dans les églises protestants, il y a beaucoup de pasteurs qui font de la politique. Très bien. Ils disent que nous ne sommes plus pasteurs ici, mais nous sommes des citoyens. À la vérité, vous savez que le politique et le religieux ont souvent été très liés. La séparation est intervenue très tardivement. Donc, il ne faut jamais oublier cela. Mais sauf que nous sommes un État laïque. Mais qui admet les religions.
entre le Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun et le président Paul Biya, il y a comme une convergence de vues sur l'absolue nécessité de chérir la paix et la faire régner avant, pendant et après le scrutin du 12 octobre. Je vous propose de regarder Monseigneur Andrew Nkea, archevêque de Bamenda, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus. Comme vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a droit d'exercer son droit politique. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble, comme pays, pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Et on a aussi pris l'occasion pour exprimer, n'est-ce pas, certaines douleurs de nos fidèles, des Camerounais, pour qu'il amène au chef de l'État qui lui a envoyé de nous rencontrer. Et notre message principal pendant cette rencontre, c'est que nous tous, les Camerounais, on doit continuer à prier, pas de violence. Moi, je viens de Nord-Ouest et je peux vous dire ce que la violence nous a fait dans le Nosso. Donc, on ne veut pas que notre pays tombe encore dans ces violences qu'on a vécues au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Mais c'est très important que notre Église catholique continue à travailler pour la justice, pour la réconciliation et la paix. À l'approche de la campagne électorale qui va intervenir 15 jours avant la date du scrutin, on voit se déployer sur le terrain les candidats ou leurs mandataires. Il y a cette question d'alliance qui est à l'ordre du jour. Le quotidien Émergence, par exemple, parlant du cas de Issa Kiroma Bakari et de Bello Bouba Magari, s'interroge sur la possibilité d'alliance entre les deux acteurs politiques, ce que Mutation qualifie de duo joker pour redessiner le rapport de force de l'élection présidentielle. Il y a bien d'autres tentatives de rapprochement ailleurs aussi. Et pour le grand bonheur de notre jeu politique, notre jeu démocratique, est-ce qu'il y a lieu d'avoir à la fin cette alliance, avoir deux blocs qui vont s'affronter, un bloc du RDPC, un bloc de l'opposition? Est-ce que c'est possible? Les alliances, c'est vrai, sont un fait naturel dans le jeu politique. Le but des alliances est d'établir une plateforme, un programme minimum commun. C'est une convergence d'idées. Maintenant, généralement, cette convergence d'idées a d'abord pour socle une idéologie qui se rapproche. Et comme nous n'avons nos partis, j'ai l'impression, je peux me tromper, n'ont pas forcément d'idéologie, ne se revendiquent pas de droite ou de gauche, ou je ne sais pas moi, des conservateurs. J'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus des alliances circonstancielles, des alliances pour le tout sauf Biya, au détriment d'un programme politique. L'histoire du Cameroun nous montre que ces alliances éphémères, les alliances éphémères qui ont été circonstancielles et qui n'avaient pour objectif principal qu'une élection précise, n'ont pas toujours duré. On a eu le courant d'union nationale, on a eu le manque, on a eu la grande alliance qui a porté John Frundi en 1992, on a vu une convergence de leaders autour du charismatique John Frundi, mais après, on a vu une dislocation également de l'Alliance. Donc, moi, je pense que... Nous sommes en 2025. En 2025... Frundi, c'était en 92. Oui, Frundi, c'était en 92, tout à fait. En 2025, il ne faudrait pas que les leaders tombent sur les mêmes travers. Il faudrait qu'une alliance soit mûrement pensée, qu'une alliance, c'est vrai, on parlera d'opportunisme, mais qu'on mette en avant un programme pour développer le Cameroun, mais pas
des égaux. Mais pour avoir étudié un peu des alliances dans mes travaux antérieurs, je ne vais pas me prêter à la prospective, mais je reste quand Surtout même pas, très, parce qu'il y a des négociations en cours, je donc on reste risque... encore très curieuse de voir l'issue des alliances à quelques mois, pratiquement un mois et demi de l'élection. Je reste quand même très curieuse de voir le dénouement de ces alliances-là, si il faut tenir compte de ce que dans quelques jours, les bulletins commenceront à être imprimés. Comment est-ce que ça va se passer désormais? On aura encore le remake à Keremouna qui va décider de se retirer de l'élection avec des bulletins imprimés. Alors, sauf que peut-être qu'on n'a pas encore le résultat qu'on attend, c'est-à-dire est-ce que ces alliances iront jusqu'au bout? Il y en a qui parlent d'alliance contre nature, mais il y a quand même une fébrilité qui naît du fait que les acteurs politiques se retrouvent, on se pose des questions, est-ce que c'est possible entre tel et tel? Pour le citoyen, pour l'électeur que je suis un peu perdu. Perrin. Oui, ça perd un peu les citoyens. En réalité, nous pensons que le citoyen va voter d'abord le programme politique. Le programme politique, c'est ça que le citoyen, le Camerounais, doit voter le 12 octobre prochain. Mais ce qu'on remarque, c'est quoi? Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des alliances qu'on va qualifier de messianiques. C'est-à-dire que c'est chacun qui se donne le projet, qui se donne l'ambition d'être président, de pouvoir être président de la République. Les alliances, quand il faut les alliances de programmes politiques, elles se tissent, à mon avis, des années, des mois, bien avant. Mais rendu à moins de 2 mois de l'élection, quelle véritable alliance basée sur le programme politique on peut encore avoir actuellement? Je ne pense pas. Tout ce qu'on peut avoir maintenant, c'est des alliances de personnes pour enfin obtenir, comme la collègue vient de dire, pas la collègue, la copanéliste vient de dire, à la fin, voir les gens se retirer à moins 1 semaine, 2 semaines. Donc, je pense qu'à la fin, on risque de ne pas avoir d'un côté un bloc RDPC, de l'autre un bloc de l'opposition. Pourquoi? Comme je l'ai dit, à la fin, sont les hommes qui vont se disputer le poste de candidat. Ils vont se disputer le poste de président de la coalition. Et ce jeu-là, il est tout à l'avantage du candidat de Simon. Naturellement, il y aura effectivement... Non, le fait est qu'au-delà même d'être à l'avantage, c'est comme si le candidat Paul Biya profitait de ces alliances-là, ou du moins de ces alliances. Il y en a aussi qui s'alignent derrière le RDPC. Oui, bien sûr, une plateforme d'une vingtaine de partis politiques, parce qu'on ne gouverne pas seul, ça c'est clair. Mais ça se fait effectivement longtemps à l'avance. Et même avant de se greffer, on se greffe à un mastodonte. Quand vous prenez l'alliance FSNC-UNDP, vous allez vous rendre compte qu'elle est géolocalisée. Et quand vous regardez même dans le septentrion, vous allez vous rendre compte que les dernières élections municipales et législatives, vous avez 61 députés. Extrême Nord, Nord, Adamawa. Vous avez 39 qui sont du RDPC. Et donc, même une alliance avec toutes ces forces-là ne pourra pas égratigner le RDPC en C. Au-delà même des idéologies portées par les uns et les autres. Moi, je pense que pour le RDPC, qui est le promoteur de la démocratie, je ne veux pas dire que les partis politiques n'ont pas d'idéologie, n'ont pas des programmes politiques qu'ils portent. D'ailleurs, la dernière fois, en 2018, vous avez très bien vu que le débat a été tranché par le peuple entre un État unitaire décentralisé et un État fédéraliste. C'est-à-dire que vous aviez le RDPC qui portait le programme d'un État unitaire décentralisé et le SDF qui portait le programme d'un État décentralisé. Le SDF avait eu 1,5%, le RDPC en avait eu 71%. Donc c'est pour dire que, en clair, mais ces idéologies, est-ce qu'elles sont adaptées aux réalités des Camerounais? Là est toute la question. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, objectivement et scientifiquement, on va vous dire que l'idéologie la plus à même
de porter les aspirations du peuple camerounais, c'est l'URDPC qui est le libéralisme communautaire et qui est bien connu. Alors, et donc, de ce fait, est-ce qu'on finalement on pourra avoir cette alliance? Si vous laissez Simon développer sa théorie-là, c'est vrai que Simon peut aller jusqu'au bout de la nuit. Heureusement qu'il faut dire à Simon que ce qu'il vient de relever est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement le cas. D'abord, il faut relever que les données de 2020 ne seront pas forcément celles de 2025. Sinon, on aurait tout simplement reconduit les mêmes choses sans faire passer par des élections, des consultations électorales. Non. Je pense qu'il y a un certain vent de changement, une volonté de changer qui anime un bon nombre de Camerounais. Je n'ai pas fait des sondages pour pouvoir savoir s'ils sont à ce moment majoritaires, mais il y a cette volonté-là qui existe et qui peut se traduire dans les urnes. Maintenant, au niveau des alliances, ce qu'il faut dire d'abord et l'admettre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de partis, non pas comme Alvin l'a dit si bien. Il n'y a pas d'idéologie tellement de style au Cameroun, droite, gauche, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas forcément d'alliance contre nature qu'on aurait au Cameroun. Et l'opposition au Cameroun est plurielle. Il n'y a pas une, mais des oppositions. Il faut aussi le relever. La preuve, on a plus de 300 partis politiques légalisés. Et il faut également noter, concernant les alliances, en ce moment, peut-être dit d'abord aux populations, il y a deux grands groupes en ce moment. Vous avez Bello Magari, le candidat Bello, qui reçoit généralement chez lui. Et vous avez le groupe dit de Fumban, qui comprend notamment le leader de l'UDC, Mme Damdouya, candidate. Et c'est là la grosse difficulté. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle. On a encore à faire des groupes. Vous allez observer que ni Cabral Libi, le candidat Cabral, ni Joshua aussi ne font vraiment partie d'un groupe comme l'autre. Pourtant, c'était les troisième et quatrième aux dernières échéances électorales. Et vous constaterez également que le groupe de Fumban, si on additionne tous leurs scores, sans oublier ceux ils qui sont à ne leur font pas première 5% relativement à la dernière élection présidentielle. Donc, c'est un regroupement des petits candidats, entre guillemets. Je sais que certains qui nous regardent ne vont pas m'aimer ou aimer l'expression, mais c'est la réalité. Mais une addition de petits candidats ne font pas un grand candidat. Et par contre, Bello Magari a une chance de pouvoir fédérer. Parce qu'il faut noter qu'on n'a pas besoin d'avoir un bloc de l'opposition contre le pouvoir. Si vous observez les élections au Cameroun, même ailleurs, l'essentiel, plus de 90% de suffrages se partagent entre les trois premiers. Ailleurs aussi, c'est généralement le cas. Donc même s'il y a 100 candidats, on aura 12 probablement, parce que je ne sais pas qui va vraiment se désister. Il y a des questions techniques. Il faut rembourser le cautionnement 30 millions. Qui va supporter tout cela? Si c'est entre faibles, alors qu'il voit bien que la personne n'a pas véritablement des possibilités d'arriver derrière devant un Belwa Magari, devant un peut-être Issa Tirouma Bakari ou Cabral Libi, encore Joshua aussi. Je ne sais pas si la personne se désistera. Parce qu'il y a quand même également les frais de campagne qui sont les financements publics, il ne faut pas l'ignorer. Donc, un candidat tous les candidats doivent pouvoir en bénéficier. Donc, lorsqu'ils font tous ces calculs-là, sans compter l'exposition médiatique, vous savez, tout le monde ne vient pas à une élection présidentielle pour la remporter. Vous avez le cas de cet enseignant qui voulait simplement être candidat pour soumettre son problème personnel et qui est devenu très célèbre malgré lui. Bon, je ne sais pas si c'est malgré lui. Donc, tout le monde ne va pas à une élection présidentielle pour la remporter. Et ceux qui sont là pour promouvoir leurs idées ou bien faire leur propre marketing, ne les attendez pas à désister. Et on pourrait avoir peut-être 12 max, ou peut-être trop. Si on a moins, on aura au moins 8 candidats. Alors, en attendant peut-être que ces alliances nous délivrent leur couleur, hein, parce qu'on a encore quelques jours avant la campagne électorale, on va entendre. Comme citoyen, homme de médias, je voudrais qu'on sorte par là pour cette première partie relative à l'élection présidentielle le 12 octobre. Qu'est-ce qu'on peut attendre stratégiquement des 12 candidats en lice? On les voit, il y en a qui parcourent déjà la République, il y en a qui restent dans les détails sur les alliances, il y en a qui ne parlent pas beaucoup. Mais nous, citoyens, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Il faut qu'on réveille ces gens-là. Docteur Asembe. Alors, ce que j'attendrai en tant que... Qu'on vous présente déjà les programmes? Oui, déjà il faudrait savoir, je découvre des visages nouveaux, Hiram,
Carson Ateki, que j'ai rencontré dans le cadre de la société civile, qui est assez dynamique dans le cadre de la société civile. Mais ces nouveaux visages qui viennent rajeunir un peu la scène politique, parce que là, on a le président Biya qui est un ancien des élections présidentielles, Yoshua aussi qui commence à prendre des galons, Madame Dame qui prend des galons. Bon, Bello Bouba, c'est un ancien qui revient. Tiroma, oui aussi, c'est un ancien. Mais ce qu'on attend aujourd'hui, le Cameroun a des problèmes. Il faut continuer à développer le Cameroun. Quelle est leur offre ? Pourquoi est-ce que le président Biya voudrait continuer ce qu'il a commencé ? Pourquoi les autres pensent qu'ils peuvent faire mieux que lui ? Voilà ce qu'on attend aujourd'hui. On n'attend pas forcément de faire un marketing sur la personne, mais je pense que ce qu'il faut vendre désormais un peu plus, c'est les programmes politiques. Dans mon village encore, on me disait il y a quelques jours, quand on a vu les listes, on a 12 candidats, mais on ne les connaît même pas. Donc je ne sais pas si Cabral Libi pense que l'élection se réduit seulement dans certaines villes ou certains villages et qu'à Nguanteti, il ne peut pas avoir de potentiels électeurs, ou alors M. Tiroma a oublié qu'en allant peut-être sur la tombe du président, voulant aller sur la tombe du président à Idjo, il y avait la tombe d'Ernest Ouandji à Bafoussa, mais la tombe de Ruben Omniobe à Izeka, qui sont quand même aussi des figures, des grandes figures historiques. La loi de 91 les a réhabilités au même titre que le président Aïdjo. Donc je ne sais pas, j'ai vu plusieurs candidats, Mouna, il y a quelques années, aller sur la tombe, alors qu'une loi réhabilite certaines figures, on choisit juste d'honorer une seule. Donc moi, en tant qu'historienne, je leur demanderais juste quelle est leur offre qu'ils apporteraient à l'histoire du Cameroun et à la mémoire. Moi, c'est ce que j'attends. Le Cameroun en a besoin d'eau courante régulièrement, des routes bien faites, mais moi, je vois encore certains qui disent « je suis meilleur parce que j'ai été au gouvernement, je connais mieux le système de l'intérieur ». Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Voilà ce que j'attends. Perrin ? Oui, c'est vrai. Moi, je serais un peu dur quand même envers les partis de l'opposition. C'est-à-dire qu'en dehors du RDPC, parti avec lequel j'ai quand même des rapports assez chaleureux, l'opposition, il est comme un petit désordre dans leur façon de communiquer. On doit s'attendre à quoi ? Je dirais rien du tout. Parce que depuis qu'on a... que l'affaire de la politique est lancée, c'est-à-dire que les élections, des inscriptions jusqu'à la convocation du corps électoral, qu'est-ce qu'on observe ? Comme je l'ai dit, c'est du désordre. Parce qu'en réalité, la communication politique, c'est tout un projet. Il faut être précis, le désordre à quel niveau ? C'est tout un projet. Écoutez, il y a plusieurs oppositions. Je vais expliquer. Peut-être qu'il faut donner des cas. C'est tout un projet. Il ne faut pas s'entourer de quelques personnes seulement pour penser que lorsque vous envoyez quelqu'un parler à la télé, à la radio, c'est qu'on est en train de... Il faut savoir... Qu'est-ce qu'on peut dire à la télévision, à la radio, à quel moment, en termes d'objectifs de communication ? On écoute quand même certains qui dévoilent déjà leur offre politique. Justement, non. Je veux dire, par exemple... Qui sensibilisent les gens sur le contrôle du vote, etc. C'est des actions qui... J'ai vu dans une chaîne concurrente à la vôtre, un monsieur, alors qu'on n'est pas encore à la campagne électorale, brandir un document qui faisait office de bulletins de vote. Oui. Alors, je me suis posé la question. C'est un cas marginal, il s'est trompé. En termes d'objectifs de communication, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que c'est faire connaître son projet, son candidat ? Est-ce que c'est s'attirer l'affection ou bien une opinion favorable pour son projet ? Est-ce que c'est appeler déjà les gens à aller voter ? Et qu'est-ce que vous attendez de précis ? C'est pour ça que je dis, d'ici le 12 octobre, je ne m'attends pas à grand-chose. Ça sera le même bal sur les plateaux avec... je dis bien, en dehors du RDPC qui respecte quand même les étapes de communication pour un projet politique. Mais pour les autres, c'est un peu du désordre. On ne sait pas
quel message on doit diffuser Pour à quelle critiquer période. aussi ailleurs, hein, je vous vois un peu très sévère. Peut-être que je peux Oui, parler avant. j'ai d'abord avisé que je serais un peu dur. Voilà, bon, je vous vois un peu Il très s'est sévère. dévoilé, il a dit qu'il était Voilà, président du heureusement, PCA, donc il ne s'est pas heureusement. caché. Donc, il faut apporter pour moi, quelques éclairages. D'abord, les programmes existent. Beaucoup de partis politiques ont à la fois d'abord leur projet de société, parce qu'il faut faire une différence entre programme et projet. Le projet, c'est la philosophie. Le programme, c'est ce que vous proposez de faire dans une période bien déterminée. Par exemple, le mandat, c'est 7 ans, vous dites ce que vous allez faire. J'ai personnellement reçu ou bien échangé avec certains qui sont candidats, ils ont des programmes. Peut-être ils n'ont pas la même attention médiatique, il faut le dire aussi, que d'autres, comme le candidat du RDPC, pour faire connaître leur programme. Par exemple, certains proposent des référendums sur la forme de l'État. Benoît Magari a proposé, par exemple, de réhabiliter les héros nationaux à la dimension de ce qui leur est dû dans son programme, dans les 6 premiers mois, il a dit, s'il jamais il est élu président. Donc, ces programmes existent, même si je dois avouer qu'au Cameroun, très peu votent sur la base des programmes. Même au sein du ADPC, allait demander. Beaucoup ne pourront pas vous dire ce que le président Biya propose pour les 7 prochaines années, pas parce qu'il n'en a pas, mais ce n'est pas ce qui les intéresse. C'est le nom Biya qui seul suffit. C'est ça le Cameroun pour beaucoup d'électeurs. Autre chose, d'un point de vue stratégique, la circonscription électorale à la présidentielle est nationale, est unique. Donc, on n'a pas besoin d'aller partout. Parce que le temps, pour aller partout, il faut le temps, il faut les moyens financiers, toute la logistique qu'il faut. Ce n'est pas possible même y compris, heureusement que certains candidats ont des relais. Même celui du ADPC, je suis, ne pourra pas faire. On a entendu quand même ces débats en 2018 où on reprochait le président. C'est pour ça qu'aux États-Unis, l'une des grandes démocraties, ils ne font pas des 50 États. Dans la partie septentrionale du pays, on peut concentrer son énergie là où il y a plus d'électeurs, parce qu'on sait qu'en ayant peut-être 100 000 voix à Yaoundé, ça compense peut-être 10 arrondissements où on aurait eu au total maximum 8 000 voix. C'est aussi les stratégies. L'électorat, le gros électorat reste dans les régions rurales encore au Cameroun. Oui, c'est à eux de voir le ratio par rapport à leur stratégie. Ils peuvent dépenser. Je dis même aux États-Unis, aucun candidat ne fait les 50 États. Ils font les swing states pour la plupart. Alors, vous attendez quoi de précis? Donc, personnellement... Des 12 candidats. Des 12 candidats, d'abord, qu'ils puissent faire connaître leurs offres et que cela puisse être... des réponses aux aspirations des Camerounais en termes de développement des infrastructures routières, des infrastructures scolaires. On parlera tout à l'heure de... Moi, j'attends, par exemple, qu'on réforme les programmes d'enseignement, y compris de l'histoire du Cameroun et le système éducatif de manière globale. Ça, c'est ce que j'observe au quotidien. Il y a le problème de liberté, de partage des ressources nationales, et ainsi de suite. Il faudrait que les candidats puissent proposer des solutions à tous ces problèmes, les problèmes des enseignants. Il faut que cela soit résolu, ainsi de suite. Oui, moi j'ai suivi en revanche quelque chose que mon ami Eric a dit qui n'était pas vrai du tout. On ne vote pas Paul Biya parce que c'est le nom Paul Biya. Il y en a, je n'ai pas C'est dit le tout le monde. seul candidat qui a fixé des bornes à son magistère. Mais il vous a dit émergence 2035. Ce n'est pas un slogan. L'émergence, c'est quoi? C'est être un nouveau pays industrialisé. Et chaque année... Nous sommes plus loin. Hein. Et chaque année, oui, c'est la dernière décennie. Et chaque année, le 31 décembre, il fait le point sur ce qui a été fait, sur ce qui doit être fait, sur le cap qui doit être fixé. Donc, on est sûr que si on prend le discours du 31 décembre 2024, vous verrez à quel niveau il a fixé le curseur. Maintenant, quand vous regardez les autres partis politiques à majorité, ils sont dans la logique, ils laissent leur programme. Leur programme existe bel et bien, mais ils laissent leur programme pour surfer sur le discrédit de l'élection. Ils vous disent que non, c'est parce que le RDPC triche souvent les élections, donc on va multiplier les scrutateurs. Non, ce n'est pas cela, il faut regarder ceci, il faut un bulletin unique, il faut ceci, ainsi de suite. Ce qui n'est pas très faux, hein. On a eu quand même des décisions qui annulent les élections au Cameroun. Non, fraude électorale. Écoutez. Si vous surfez donc sur ça, après, un journaliste vous donne 10 minutes pour parler, vous parlez 9 minutes sur comment le RDPC truque les élections et vous attendez à ce qu'ils viennent vous voter. Non. Puisqu'il sait qu'il a toujours voté au RDPC parce que le RDPC lui présente l'orientation à donner. Alors, c'est ça Simon, l'outil des vous questions. attendez quoi? Donc, moi, ce que j'attends,
Parce que le RDPC est le promoteur de la démocratie. Et la démocratie, c'est la pluralité des pensées politiques. Il attend ce que le président Biya va proposer. Ce que j'attends, d'abord, pour la République. Parce que discréditer le processus électoral, c'est très dangereux. Et donc, que les hommes politiques sortent de cette malveillance pour surfer justement sur leur programme. Parce que de leur programme, ça permettrait à l'ordre gouvernant de soit se réajuster, soit alors d'être sûr de ce qu'ils font. Lorsqu'on a toute une brouille, parce qu'on a une brouille. Aujourd'hui, on sait juste que bon, le SDF pense au fédéralisme. Mais si vous demandez aux autres fondamentalement, qu'est-ce que les autres pensent, ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas. Est-ce que dire que on va relever, comment dire, on va le niveau de vie. Pas le niveau de vie. Est-ce que dire que on va élever tel au niveau de l'euro national, ça veut dire qu'on a un programme politique? Non, puisque le président de la République lui-même en 1991 a réhabilité ces figures-là pour essayer d'être en paix avec notre temps. Ce n'est pas un programme politique là-bas. Il faut bien, pour le RDPC, ils vous disent que nous avons 3 points. Le premier point, c'est un État régulateur démocratique. Ça veut dire que l'État devient un régulateur et non plus un faiseur de richesses. Deuxièmement, la liberté d'entreprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez le sillage économique du Cameroun, vous vous rendez compte que c'est le privé qui fait les richesses. C'est le privé qui donne près de 60% du budget camerounais. Maintenant, qu'est-ce que les autres pensent? Et ils pensent rien, ils vous disent que non, il a tel âge, il a fait 43 ans au pouvoir, on veut voir une autre personne. C'est pas possible. Et ça fait donc qu'on ne sait pas comment est-ce que les autres entrevoient le développement. Mais voilà comment le RDPC, lui, l'entrevoit. Simon, il ne faut pas oublier qu'il y a l'administration. L'administration, c'est un invariant politique. Ce qui signifie, vous avez vu la Belgique fait 2 ans sans gouvernement, le pays fonctionne. Ça veut dire que même si quelqu'un n'a pas de programme, il peut fonctionner sur ce que l'administration a prévu. Écoutez, même pendant 2 ans, 3 ans. Alors c'est possible. Eric, c'est une l'administration. L'administration est là pour ça. Il a dit les partis d'opposition n'ont pas assez d'espace pour s'exprimer. Je crois bien. Mais c'est pas juste. C'est vrai. C'est pas juste. Il y a combien de télévisions Vous connaissez combien de papiers on consacre aux partis d'opposition, notamment dans les médias de services publics? Il y a combien de radios privées, combien de télévisions privées? Vous parlez de privé. Normalement, il faut payer. Il faut payer. Ont-ils les moyens? Sur ce plateau tous les jours. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que privé, il faut payer. Quand ils arrivent, dans le principe, il faut bien qu'ils se fassent entendre, qu'ils exposent leur projet. Ça doit être ouvert. Et il faut attirer l'attention ici. Il faut attirer l'attention ici. Il faut consacrer le même nombre de temps à tout le monde. J'espère que vous ne voulez pas dire que la des structures chargées des contenus et du monitoring. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser les gens passer sur les plateaux alors que nous ne sommes pas encore en période de campagne électorale, faire la campagne. Et la responsabilité est aussi incombe aussi au modérateur Eric des est émissions. également un journaliste qui a des émissions, qui anime des émissions, je crois que c'est Polycam, non? Alors, je voulais dire ceci. Eric, vous savez très bien que l'opposition nous a entraînés dans des débats futiles et inutiles au Cameroun. L'histoire du mandat impératif là. Ce n'était pas un moment pour commencer à dire que bon, nous on sera candidat, voilà ce qu'on est en train de promouvoir. C'est ça une question, le gré à gré, donc il est question, ainsi de suite. Quand est-ce que c'est, on ne nourrit pas la poule au-dessus du marché. Nous on vous dit que voici ce que nous faisons. Et voici ce que nous continuons à faire. Simon peut être d'accord avec moi qu'il connaît tout cela parce qu'il occupe une position privilégiée au sein du RDPC. Mais vous dites beaucoup de militants lambda ne peuvent pas dire cela. Militants lambda du RDPC. On a eu vent cette semaine de l'envoi d'un courrier du chef de l'État français à son homologue camerounais. Le courrier datant du 30 juillet a été rendu public mardi dernier. Emmanuel Macron reconnaît que la France a mené une guerre au Cameroun contre les mouvements indépendantistes avant et après 1960, marquée par de graves violences. Nous avions déjà évoqué ce sujet lorsque la commission mixte Cameroun-France a lancé les travaux de collecte à Yaoundé. C'était toujours avec Dr Assembe qui était avec nous. C'était à Yaoundé, la collecte à Paris et à bien d'autres endroits. Et lorsqu'elle a remis sa copie aux 2 chefs d'État, dans la logique du follow-up, nous en reparlons ce soir. L'exercice consiste à lire entre les lignes le courrier du président Macron au président Paul Biya. Et nous avons la chance que ce soir, Dr Assembe nous a apporté le gros document. C'est cela, le rapport en question. C'était un gros document. Il est volumineux, c'est plus de 1000 pages. 1000 pages, je vois 1032, la dernière, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais c'est plus de 1000 pages. Et il y a également une version numérique qui circule, que vous pouvez avoir. Mais si vous avez besoin des informations,
c'est dans cet ouvrage-là. Alors, une guerre avait eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple dans certaines régions du pays, guerre qui s'est poursuivie au-delà de 1960 avec l'appui de la France aux actions menées par les autorités camerounaises indépendantes. J'ai eu la possibilité de parcourir ce courrier-là, ce passage, on le retrouve à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette phrase d'Emmanuel Macron? Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements. Qu'est-ce que vous entendez par là? En prononçant cette phrase, il me semble qu'il prend ses responsabilités en tant que chef d'État français vis-à-vis de ce qu'il a pu comprendre au terme de l'enquête de la collecte des données qui a été faite. Donc, comme je l'ai dit, en tant que premier citoyen français et au regard des éléments qu'il a pu avoir, il prend acte, il assume, il fait peut-être ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire, il reconnaît ce qui s'est passé au Cameroun. Bon, maintenant, peut-être qu'on va en parler encore. Est-ce que reconnaître seul suffit? D'accord. Je ne pense pas. Ce n'est pas le premier président à faire cette démarche. Vous vous souvenez que le président François Hollande, le 2 juillet 2015, avait reconnu que, oui, évidemment, il y a eu des atrocités. Voilà le mot qu'il a utilisé, des atrocités au Cameroun, causées certainement par l'armée coloniale française, et qu'il faudrait ouvrir les archives pour déterminer la profondeur de la chose. Donc, Emmanuel Macron n'est venu qu'à la suite, parce que c'est un dossier qui avait commencé à être géré par le chef d'État camerounais et celui de France, donc, et l'Élysée, donc le palais de l'unité et l'Élysée. Maintenant, ce qu'il faut dire ici, c'est que, c'est-à-dire que, est-ce que la France, c'est par magnanimité qu'elle reconnaît aujourd'hui les atrocités Ou bien elle est sous pression? Je pense qu'elle est sous pression. Je pense pour la simple raison que quand on regarde le sentiment anti-français qui est exacerbé au sein des populations camerounaises lié au contentieux historique qui n'a pas été vidé, évidemment, ça ne pouvait être que cela. La France est un partenaire privilégié du Cameroun, donc les relations sont entachées de ce lourd passé, de ce lourd contentieux historique. Et vous savez très bien que, je crois que la Charte TV avait couvert, je crois en direct, le point de presse le 26 juillet 2022 entre le président camerounais Paul Biya et le président Emmanuel Macron, où le président Emmanuel Macron reconnaissait que les parts de marché de la France ont dégringolé de pratiquement 50% à 9,6%. Il faut quand même relativiser ce point de vue, c'est-à-dire que la France serait sous pression, parce que la décision du président Macron part de cet ouvrage, de cette étude de terrain, de cette analyse, de cette collecte d'éléments, des données. Il y a des faits qui sont relatés par la dans ce France, document. par le gouvernement français. On peut se dire que c'est la conséquence, c'est la logique. Hein. On allait vers là, Eric. D'abord, il faut dire, comme je viens de le mentionner, que c'est un rapport dont les études ont été, qui est absolument des études menées par des historiens camerounais et français sous financement du gouvernement français. C'est très important. Non, ce n'est pas vrai. De l'État français, je sais Et pas. de l'État du Cameroun. De l'État du Cameroun, peut-être beaucoup moins. Et de l'État du Cameroun. C'est beaucoup moins, Et de si on l'État veut du comparer. Cameroun. Et cela a été, d'ailleurs, les membres de la commission ont presque été désignés unilatéralement. Presque, je pèse mes mots. Et cela a également un objectif politique Eric, indéniable. Dr Assembe est membre de Je sais qu'elle est membre. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait que je ne sais elle sait que je sais très bien qu'elle est membre de cette commission. Et lorsqu'un homme politique commande un travail, il y a toujours, malgré le sérieux des chercheurs, même si vous ne voyez pas, il peut même avoir des intérêts à en tirer. C'est très important, même si les chercheurs ne voient pas. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est un pas que le président français puisse endosser les travaux, les recommandations. L'une des recommandations, ce n'est pas que celle-là.
contenu dans ce travail des chercheurs camerounais et français. Qu'on parle de guerre, avant, il y a certains livres qui parlaient déjà de guerre. Je me rappelle par exemple du livre de Jacob Tatita, Manuel Domingue et il y a un autre journaliste, Thomas Deltombe, qui parle d'ouvrage par de guerre cachée la France au Cameroun. Donc, c'est bien le terme guerre qui est déjà utilisé. Et bien avant, il y a d'autres travaux qui parlent aussi déjà de guerre. Donc, nous sommes heureux de constater que la France, de manière officielle, accepte qu'il y a eu une guerre. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que ce rapport puisse être vulgarisé, le contenu soit vulgarisé à travers les enseignements. C'est très important. Alors, docteur, et qu'on a un mot au-delà de ce rapport parce que la présence française au Cameroun est bien avant 1945 et comme au niveau du Cameroun, les archives puissent être véritablement ouvertes et accessibles. Arrêtons-nous à ce qu'a dit le président français. Hein. Si on recommence à voir les limites du rapport, on ne va pas s'en sortir. Docteur Assembe, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette démarche du président français? Oui, nous reconnaissons en tant que membres du volet recherche de cette commission mixte. Nous avons, à l'issue de notre travail, c'est d'ailleurs la conclusion, fait des recommandations autant au président Macron qu'au président Biya. Et le président Macron dit que nos travaux montrent qu'il y a eu effectivement une guerre au Cameroun. Et c'est la première fois qu'un dirigeant français, un président français accepte, reconnaît au nom de la France l'existence de cette guerre-là, alors que certains de ses prédécesseurs, comme Eric l'a dit, Hollande a parlé d'atrocité. Donc c'est un pas très important et nous avons été mandatés par 2 présidents. Nous attendons que le président Biya également prenne la parole parce que nous avons également fait la recommandation de ce que le Cameroun reconnaisse cette guerre-là. Et nous attendons, vous avez vu que le sort que la France a réservé, par exemple, à l'affaire Moumié. On va en parler tout à l'heure. Donc nous attendons, nous reconnaissons et c'est un pas de géant qui a été fait par les autorités françaises. Vous imaginez que la Ve République aujourd'hui en France est l'œuvre d'un certain général Charles de Gaulle. En reconnaissant la guerre du Cameroun, ça veut dire que reconnaître que Charles de Gaulle a eu tort et qu'il a mal fait. Parce qu'il faut le rappeler, le Cameroun n'était pas une colonie française. Le Cameroun n'a pas demandé cette guerre-là. Les Camerounais se sont vus imposer une guerre alors qu'ils étaient un territoire international, étant donné que la France est allée jusqu'à mener cette guerre dans la partie sous tutelle britannique en brûlant le bureau de l'UPC à Bamenda. C'est de Maurice Delaunay qui l'a brûlé. On va dire que les Français ont mené la guerre aux 2 Camerouns. Et ils ont instauré une diplomatie de la répression. Et donc, c'est très important de reconnaître les multiples formes que cette guerre a prises, même à l'ONU, même dans tous les pays dans lesquels les UPCistes se sont réfugiés. Donc, pour nous, nous ne pouvons que saluer et nous dire enfin, l'histoire commence à évoluer, les lignes ont bougé. Tout n'est pas parfait, mais au moins, ce rapport, cette lettre impose désormais une évolution historique, historiographique et même politique. Donc, les membres du volet recherche se réjouissent de cette lettre et attendent impatiemment que l'État du Cameroun également prenne la parole. La presse s'est intéressée à cette actualité. Mutation, par exemple, écrit contentieux mémoriel Cameroun-France. Malheureusement, Macron esquive les réparations. C'est ce que dit Mutation. À quel type de réparation le Cameroun doit-il s'attendre? Des réparations politiques, des réparations financières? On s'attend à quoi? Alors, il faut rappeler, Séverin, que la question des réparations n'incombe pas aux historiens. Les réparations sont d'abord, avant tout, relèvent du politique. La première réparation, déjà, c'est reconnaître que ceux-là qui étaient accusés de rebelles, de subversifs, étaient en réalité des nationalistes. Ça, c'est très important. La première réparation aussi, c'est de reconnaître que les opérations de maintien de l'ordre, la lutte contre les rebelles, le mouvement insurrectionnel, vous avez vu même
dans le traitement de l'information, autant par la presse française que la presse camerounaise. Certains ont continué à parler de Macron a reconnu les atrocités menées par les mouvements insurrectionnels. C'est-à-dire, on n'arrive pas, je regardais encore à CNews hier, comment des journalistes, des chroniqueurs français disent que Macron ne connaît même pas l'histoire de la France et du Cameroun, parce qu'il n'a pas bien suivi ses cours d'histoire. Il a le culot de venir parler de reconnaître une guerre qui n'a jamais eu lieu, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de guerre. Vous voyez d'où on part. Au niveau de la France, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, il est très important que même les journalistes apprennent à restituer les faits. La lettre du président Macron est claire. Il reconnaît qu'il y avait eu une guerre. Et il dit encore: il me revient d'assumer cette responsabilité. Mais je ne sais pas. Assumer la responsabilité, on a reconnu la guerre, mais... Il a proposé, c'est vrai, Macron propose des pistes. Et il faut comprendre que la France a mené une guerre dans un autre pays. Il revient au gouvernement camerounais, si vous voulez maintenant, d'enfoncer le clou et d'exiger dans sa réponse aussi, le gouvernement camerounais. Il est important que le gouvernement camerounais, qui a toutes les cartes aujourd'hui pour agir et réagir, joue sa partition, parce que les Camerounais et les Français, les victimes attendent. Les réparations peuvent être judiciaires. Les faits sont là. Oumniobé a été tué par les Français. Macron l'a reconnu. Ndelele a été tué par les Français. Si les faits ne sont pas encore proscrits, et les familles peuvent rester en justice. S'il n'y a pas eu prescription, les familles peuvent rester en justice et le Cameroun peut demander des réparations. Mais j'insiste encore, ça relève encore du domaine politique et des privés, mais pas des historiens. Nous avons fait notre travail. Je pense qu'à la suite du docteur Sembe, je pense qu'il faut aller plus loin. La France, en reconnaissant ses responsabilités, met également en cause l'ONU. Parce qu'en réalité, c'est l'ONU qui était... ce territoire était un territoire international sous tutelle de l'ONU, qui a confié ces deux territoires je crois que à la Grande-Bretagne et à la France. Et il n'y avait pas que ces territoires en Afrique. Il y avait, je crois, la Namibie, il y avait, je crois, le Togo. Et donc, ça veut dire que l'ONU c'est l'ONU en premier qui doit se saisir de cette affaire. Non, mais la France a reconnu, a fait son travail. À l'ONU maintenant maintenant, nous étions sous couvert de l'ONU. Et de ce fait, parce qu'entre 1945 et 1961, parce que je dis 61 parce qu'en réalité, 60 c'est la partie orientale, 61 et autres, la réunification et autres, c'est à partir de là que l'État actuel est né. Donc, il faut que, premièrement, l'ONU prenne aussi ses responsabilités. C'est ça donne des questions. Et maintenant, donc, l'État du Cameroun aussi fera sa part. Moi, je pense une chose, c'est quoi? C'est que c'est une très grande victoire du renouveau. Vous le savez, je ne suis pas dans la propagande politique. On est sorti de pourquoi? La politique. Attendez, pourquoi? Parce que vous vous souvenez qu'en 86, le président de la République dit le Cameroun n'est la chasse gardée d'aucune puissance étrangère. Et en 1991, il réhabilite ceux qui étaient des terroristes en France et autres comme des héros, pas des héros, mais il réhabilite les figures historiques. Il réhabilite Oumniobé, il réhabilite Ernest Ouandi, je crois, et Félix Moumier et Ahidjo, et le président Amadou Ahidjo. Ça veut dire que clairement, le Cameroun avait pris position pour savoir que ces personnes ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Donc ça veut dire que pratiquement plus de 30 ans avant, le renouveau avait reconnu cela. De deux, quand je parle de pression, qui mieux que le président français connaît la pression que le Cameroun peut lui faire, ou du moins que les autres pays africains peuvent lui faire. Docteur Parce que ceux qui parlent, que c'était au gouvernement camerounais d'enfoncer le clou. Le gouvernement camerounais... Il dispose déjà des éléments peut-être pour demander réparation. Le gouvernement camerounais... Maintenant, ma question c'est... Quel type de réparation attendons-nous de cette décision du président? Je chute en disant que la personne qui connaît le mieux les réparations qui peuvent mieux nous revenir, c'est bel et bien le gouvernement. Parce qu'ils ont toute l'ossature de ce qui s'est passé et ils savent très bien à quel niveau, qu'est-ce qu'ils veulent
comme réparation. Nous, bon, je vais vous dire, il faut peut-être dédommager les familles, il faut peut-être, ça va au-delà de ça. Alors, nous pouvons être d'accord qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment aux historiens de prendre le relais, cela relève du politique et du diplomatique, et même du judiciaire, éventuellement. Emmanuel Macron a été très intelligent. Observez qu'il n'a pas demandé pardon. En droit international, s'il avait demandé pardon, ça ouvre immédiatement le champ à la réparation. Ça veut dire qu'il n'est pas encore à ce niveau-là. Oui. Il a davantage également mis en exergue la co-responsabilité. C'est très important de lire, de bien comprendre cette lettre-là. Pour Emmanuel Macron, il y a également des autorités camerounaises de l'époque qui ont une part de responsabilité dans ce qui a été commis comme atrocité. Ça, c'est la perception française à l'heure où nous parlons, de l'État français. Ce qui veut dire que ça pourrait éventuellement, dans le champ de négociation, jouer. Et pourquoi le gouvernement camerounais actuel ne pourrait pas avoir toutes les coulées franches pour pouvoir exiger jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Malheureusement, il y a un certain nombre d'acteurs, parce que vous savez, c'est bien, ça couvre jusqu'à 71 de cette période qui sont encore vivants et dont certaines sont responsabilités. Ça fait donc que, quelque part, ce qui est différent en France, ça fait donc que pour le cas du Cameroun, on sera peut-être malheureusement obligé de traîner les pas, mais c'est une bonne logique. Plus tard, tôt ou tard, on va demander à la France de demander pardon, et le pardon signifie, dans les relations entre États, réparation. Je propose que nous marquions une pause pour vous permettre de réécouter le président Emmanuel Macron sur le devoir mémoriel de la France. C'est un extrait que nous avons tiré de la conférence de presse du 26 juillet 2022 lorsque le président français était à Yaoundé. Nous regardons. Sur ce qui est de notre passé commun, nous avons ce passé, il a des pages glorieuse, heureuse, de construction commune. Il a contribué à lier tant de destins. C'est une chance. Mais il a eu aussi des moments douloureux, tragiques. Et des historiens se sont penchés sur ce passé. Ils nous disent qu'un conflit a eu lieu, le mot guerre est employé, c'est aux historiens de faire la lumière sur le passé, et il faut continuer à écrire précisément cette histoire et essayer de l'écrire ensemble. C'est pourquoi ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez, et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit, mais avec une gravité et des responsabilités qu'il convient d'établir factuellement. Et qu'on puisse scander les prochaines années avec des vraies réalisations et un retour sur ces travaux. Voilà. Dans ce qu'il appelle, dans le courrier, la perspective d'histoire comparée ouverte par le rapport, pouvons-nous maintenant, et Dr Asemba a commencé à nous le dire, établir les responsabilités qui ont été celles du Cameroun dans ces événements? Il y a eu ce rapport. On parle davantage de la France, mais le Cameroun a aussi fait des choses. Oui, le Cameroun a fait des choses. Il faut rappeler que les Cameroun sont indépendants en 1er janvier 1960 et 1er octobre 1961. Et donc, depuis le 1er janvier 1960, quand même, le Premier ministre, c'est Amadou Ahidjo, qui est élu le 5 mai plus tard président de la République. Donc, la guerre se poursuit. Elle se poursuit d'ailleurs jusqu'en 1973. À partir en 1964, lorsque le commandement militaire revient aux mains du gouvernement camerounais par, j'ai envie de dire, par Pierre Semengue, qui devient chef d'état-major des armées, à partir de ce moment, le Cameroun a tous les outils entre ses mains, tous les leviers, mais il bénéficie toujours de l'appui
technique, hein, parce que dès le 30 décembre 1958, il y a quand même des accords, des traités de défense, des accords de coopération de défense qui ont été sans cesse renouvelés, 59, 60, 61 et bien plus. Donc, le Cameroun, le gouvernement camerounais a sa part de responsabilité, l'UPC a sa part de responsabilité, les populations qui sont entrées dans cette guerre comme étant des bandits ont également leur part de responsabilité. Aujourd'hui, le Nkam est pratiquement vide parce que le Nkam a eu le malheur géographiquement d'être situé entre deux régions chaudes, entre le Babimbi et le Haut-Nkam. Et donc, à partir de là, le Nkam s'est retrouvé victime, pas des autorités françaises, mais des Camerounais. Donc, il est important d'établir les responsabilités, les différentes responsabilités pour la mémoire collective, pour le pardon interne. Est-ce qu'on va repartir sur le terrain pour la collecte des données ou on va se contenter de ce qui se retrouve dans les travaux qui ont été menés sous la direction de Karine Ramondi? Je crois, Séverin, qu'il faut recentrer, peut-être rappeler l'objectif de ce travail. Ce travail, j'ai suivi des gens dire que le Cameroun va écrire sa propre histoire et elle est la bienvenue. L'objectif de ce travail était de montrer le rôle de la France dans la guerre du Cameroun. L'objectif de ce travail n'était pas de montrer le rôle du Cameroun. Donc il y a un chantier, il y a un vaste chantier. Et d'ailleurs, vous savez, depuis 2020, à l'issue du grand dialogue national, une commission d'histoire générale du Cameroun a été mise sur pied. Je fais partie des membres de cette commission-là. Et nous espérons que nous allons vraiment nous appuyer sur ces travaux. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, les populations ne demandent pas forcément de l'argent. Les populations demandent cette reconnaissance de la guerre. Si on fait un peu de l'histoire contrefactuelle, on a vu à Haïti comment est-ce qu'une nouvelle commission a été mise sur pied par Emmanuel Macron pour montrer comment la pauvreté, ce qui arrive à Haïti aujourd'hui, a pour origine l'imposition de payer des taxes à la France après l'indépendance. Lorsque vous allez dans certaines régions, dans le Bamileke ou dans le Babimbi précisément, les Babimbi estiment qu'ils ont été marginalisés par Aïdjo. Ils sont sous-développés aujourd'hui parce qu'ils ont tenu tête jusqu'en 1973. Et donc, il faut expliquer beaucoup de choses aux populations et surtout, il faut recoller cette mémoire parce que sur le terrain, il y a des charniers, il y a des lieux de mémoire. Et dans nos recommandations, nous demandons au gouvernement camerounais, au-delà de reconnaître la guerre du Cameroun, mais de sanctuariser en enseignant et de créer un circuit mémoriel. On a noyé les parents dans la Sanaga, mais on ne le sait pas, nulle part dans des archives. Et aussi, surtout, s'il faut écrire cette histoire, qu'on nous ouvre toutes les archives de la présidence de la République, les archives du MINDEF, les archives de la DGRE et même certaines archives des sous-préfectures. Il faut que toute la vérité soit faite. Ça peut être très difficile pour le Cameroun. Parce non, la loi... On est prompt à parler de la France, mais on recule quand il faut parler de nous-mêmes. Quand il faudra établir les responsabilités du Cameroun dans cette guerre, je pense que... Simon... C'était un jeune État. Et donc, c'est un État parce que il faut comprendre une chose. C'est un État qui se met en place parce qu'il y a deux États qui ont connu une colonisation farouche. Je parle du contrôle du docteur. Il y a l'Algérie et il y a le Cameroun. C'est vrai que c'est maintenant, 60 ans après, qu'on reconnaît qu'il y a eu une guerre au Cameroun, mais elle a été similaire à celle d'Algérie. Et donc, c'est sous ce feu-là que l'État s'est bâti et le président Amadou Ahidjo, c'est un héros. Parce qu'il a été le premier à prendre les rênes de ce pays. Et il devait le baliser, il devait mettre les bases d'un État solide. Et donc, il faut comprendre que quand j'ai suivi, moi j'ai lu son discours, je l'ai même mis dans mon livre intégralement, son discours de 61, quand il disait... Rédigé par les Français. Non, je ne suis pas d'accord. Amadou Ahidjo, président Amadou Ahidjo a rédigé lui-même son discours. Parce que les mots qui sont dits là, je ne suis pas sûr qu'un Français pouvait les Et dire. Pourtant. Alors, donc, il disait, nous nous sommes battus pendant 40 ans. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés. Parce qu'effectivement, naturellement, la lutte... UPC, c'est terminé. C'est-à-dire que
pendant 40 ans, sont battus pour deux raisons. L'indépendance et la réunification. D'autres disent puis, mais tout compte fait, nous étions d'accord qu'il fallait l'indépendance et nous réunir, comme nous étions avant 1916. Et donc, nous n'avons pas entièrement eu cela parce que le Northern Cameroun, je ne sais pas très bien, certains historiens disent même que c'était une élection, c'était un référendum factice et qu'en réalité, tous les deux partis du Cameroun avaient voté pour le retour à la maison. Et donc, de ce fait, la guerre qui a continué avec un nouvel État qui venait de se créer, ainsi de suite, avec tout ce qu'il y a eu, le référendum de 61, les assises de 62 février, 61, de juillet, c'était juillet 61, et autres, et tout ce qui a découlé, c'était les premiers pas. Maintenant, l'État qui était tuteur, un tuteur, c'est comme un parent, donc a une responsabilité bien plus grande encore. Bien plus grande encore. Maintenant, quand vous regardez, c'est pour ça que quand vous regardez le renouveau fonctionner, il y a beaucoup de choses qui ont été très vite corrigées. Premièrement, on ne parlait plus. Il faut en faire davantage. Oui, mais quand on regarde bien, on se rend bien compte qu'avec le temps, la succession a permis de corriger beaucoup de choses et d'unifier les Camerounais et de leur permettre d'être davantage un État fier de lui. Mais il restera toujours la bande rouge sur notre drapeau, donc la bande de la souffrance que nous avons vécu pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Quand on parcourt le courrier en question, on se rend bien compte, le président français le reconnaît, certains épisodes spécifiques de cette guerre, par exemple la mort lors des opérations militaires sous commandement français des 4 leaders indépendantistes, Isaac Nyobe, Panjok, Ruben Nyobe, Paul Momo, Jérémie Ndelele. Tout cela est tiré au clair. Mais il y a un cas parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations dans les archives françaises, et le non-lieu rendu par la justice suisse en 1980, c'est le cas de Félix Roland Moumier. Nous imaginons que si on entreprend des recherches, il y a bien d'autres cas comme ça. Comment on pourra gérer cela dans la recherche qui est annoncée? Parce que, docteur Assembe l'a dit, le président français ouvre des pistes de recherche. Est-ce qu'on pourra rattraper cette histoire-là? Moi, je pense que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la commission a été, commise pour relever les actions de la France. Alors, pour avoir des informations exactes sur ce que vous demandez, je pense qu'il faut qu'il y ait une autre enquête pour maintenant établir les responsables du Cameroun et avoir donc ce genre d'informations. Mais je voudrais revenir un peu, si vous le permettez, sur la question des réparations, si vous voulez. Je voudrais dire que des Camerounais sont morts par centaines, par milliers. Des Camerounais lambda, au plus charismatiques, au plus puissants. Je pense que la question de l'excuse ou pardon est très importante parce qu'elle est psychologique. On ne va pas demander pardon pour la famille de Nyobe ou bien la famille de tel XY, mais demander pardon au peuple camerounais. Ça va adoucir tout au moins la tension et un début de, on ne va pas dire oubli, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. Reconnaître déjà sa responsabilité, c'est une forme de pardon. Non, ce n'est pas la demande de pardon. De manière formelle, mais je voudrais ensuite dire que les réparations sont multiples, comme la dame l'a dit tout à l'heure. Vous verrez que partout, la France a commis ce genre de gaffe. Au Rwanda, en Algérie, tel qu'il a dit, les rapports. Aujourd'hui, les échanges, même la diplomatie est devenue plus douce. Vous savez qu'entre la France et l'Algérie, les Algériens sont pratiquement chez eux en France. Quand ils arrivent aux portes de la France, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a la guerre actuellement, ça ne nous concerne pas, mais on en parle quand même. Lorsque un Rwandais, par exemple, ou un Sénégalais se présente aux portes de la France, on ne le regarde pas comme on regarde un Camerounais. Donc, ce type de réparation peuvent également intervenir dans le processus. Une double cérémonie de remise des attributs aux officiers généraux récemment promus dans les armées camerounaises et l'installation des chefs d'état-major de l'armée de terre et de l'armée de l'air a eu lieu jeudi dernier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. Une double cérémonie empreinte de chaleur humaine présidée par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo.
Il est d'ailleurs revenu sur l'idéal du respect du règlement militaire dans les armées. Regardons. Vous devez donc, en toutes circonstances, vous montrer digne de votre élévation et de votre entrée dans le prestigieux cercle des officiers généraux. Vous pouvez légitimement en être fier, sans toutefois, après l'euphorie de la fête, oublier les contraintes et attentes que cette évolution fait désormais peser sur vos épaules, larges ou frêles. La troupe, vos subordonnés, vos collaborateurs comme votre hiérarchie et le haut commandement dont vous faites désormais partie vous regardent avec davantage d'admiration, certes, mais également avec des yeux acérés, vigilants et exigeants. Votre nouveau statut vous impose, en toutes circonstances, dignité, présence, tact, sagacité dans l'analyse, correction dans le langage, correction dans les attitudes, mesure et prudence dans le propos, en évitant de discourir à tout propos, avec qui et n'importe où. Vous avez le droit de tout entendre, mais vous n'avez pas celui de tout dire, en dehors des cadres que le règlement militaire vous permet. Docteur Assembe, vous avez été sur le terrain. Qu'est-ce qui a expliqué? C'est un oubli? Ou bien il y a eu des difficultés particulières à accéder aux éléments d'information qui pouvaient faire changer la nature des choses? Déjà, il faut dire que dans notre recommandation, nous avons suggéré au président Macron de reconnaître également l'assassinat de Félix Roland Moumié comme étant une responsabilité française. Donc nous sommes déçus par sa réponse, mais je vais tenter de l'expliquer, de la justifier. J'essaye de la comprendre parce que c'est quand même incompréhensible, mais simplement parce que l'assassinat de Moumié relève de l'œuvre des services secrets. Et généralement, lorsqu'il y a des services secrets entrent en jeu, tout n'est pas toujours clair. Là, l'opération assassinat de Moumié était en feu orange. Ça veut dire que ça ne devait pas laisser des traces. C'est par hasard que c'est peut-être parce que ça a mal tourné qu'on a pu mettre la main sur William Bechtel. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est difficile parce que au niveau du Cameroun, nous n'avons pas eu accès au dossier Moumié, alors qu'au niveau de la France, nous avons eu accès aux archives secrètes de la DGSE relevant sur le cas Moumié. On a eu accès aux archives suisses sous dérogation encore sur l'affaire Moumié. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on n'a pas eu accès aux archives de l'affaire Moumié. Et dans nos travaux et dans ce rapport, nous évoquons des pistes françaises, mais également des pistes camerounaises sur l'assassinat de Moumié. Donc, peut-être c'est une fuite en avant, ça permet à Macron de se réfugier derrière ce flou, parce que lorsque Moumié est assassiné, il faut voir que l'UPC n'a pas eu droit à une amnistie pour pouvoir participer aux élections. Déjà, on n'a pas fait d'autres élections en 1959 comme l'UPC le voulait. Et puis, l'alliance Mbida-Moumié à Conakry ne plaisait pas à Idjo. Et en 1960, lorsqu'on organise les élections, une fois de plus, Moumié qui est rapproché, qui rencontre les autorités françaises, qui lui proposent de venir prendre la direction du Cameroun, n'a pas d'amnistie
d'amnistie pour participer aux élections législatives. Et puis l'ancien directeur des services secrets français et même Jacques Faucard, Maurice Robert et même Jacques Faucard dans ses mémoires disent que Ahidjo les a rencontrés pour leur demander de l'aider à supprimer Félix Roland Moumié. Et Faucard le dit clairement, les archives françaises en parleront lorsqu'elles seront ouvertes. Malheureusement, nous avons écumé les archives françaises et comme nous le disons, c'est un feu orange, on ne laisse pas de traces. Donc l'affaire Moumié, William Bechtel, celui-là qui a empoisonné Moumié, reste un agent des services secrets français. Même s'il a été mis en mission dans le cadre d'un feu orange, il reste un Français. Les services secrets français étaient au courant de l'affaire, ont monté cette affaire. Ils ont leur part, la France a sa part de responsabilité, doit reconnaître l'assassinat de Moumié. Et j'avoue que je suis quand même surprise que l'État camerounais n'est pas encore, ne s'en offusque pas. Peut-être que lorsque le président prendra la parole, il reviendra sur le cas Moumié. Vous avez dit vous-même qu'on attend que la partie camerounaise réagisse, donc il y a encore des choses à faire. Hein. Oui, il y a encore des choses à faire. Rapidement, parce qu'on va sortir de ce sujet, oui. Rapidement. Oui, je voulais dire que moi, je peux comprendre pourquoi l'État camerounais ne prend pas. Nous sommes en période d'élection. Donc, les gouvernants actuels attendent une légitimité. Donc, le président de la République, qui est un légaliste, attend d'être investi à nouveau. Sinon, son mandat est choisi. S'il perdait les élections, même si c'est le cas. Est-ce que vous envisagez qu'il puisse perdre? Parce qu'au-delà de ça, il ne s'agit pas seulement... Il est aux manettes au moins jusqu'au 6 novembre, donc il peut agir, il a encore cette légalité et cette légitimité. Non, il ne s'agit pas seulement de prendre la parole. C'est pour ça qu'il y a des chefs d'État qui partent, qui gracient les prisonniers le dernier jour de leur mandat. Pour ceux qui connaissent un peu, parce que nous sommes un peu les enfants du renouveau, pour nous qui connaissons un peu la façon d'agir du président, c'est qu'il va au-delà. Parce que c'est vraiment un grand chantier qui l'attend, si évidemment le peuple camerounais, parce qu'il faut continuer, il faut finaliser ce chantier qui est la reconnaissance effectivement, qui a eu des réparations afin qu'on en sorte. Et donc on ne peut pas prendre la parole pour dire on s'en offusque et après... Non, moi je voudrais rappeler à Simon que le président est en fonction jusqu'au moins l'actuel chef d'État, jusqu'au 6 novembre. C'est ce que la légalité dit, mais il a les pleins pouvoirs, il a la légalité et la légitimité pour agir. L'État ne va pas arrêter de fonctionner parce qu'il y a des élections. Simon, et ce n'est pas forcément un dossier à transférer à un autre dirigeant. Je suis persuadé d'une chose, vous avez très bien vu que... Ça ne changera pas, ils peuvent décider. Quand regardez, Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, arrive au Cameroun quand? Il arrive au Cameroun après que... Parce que quand il vient déclencher ce dossier, il arrive après mai. Attendez, après mai. Il aurait pu le faire avant. Mais vous rappelez très bien que c'est Hollande qui a commencé. Sur le plan politique. Avant Hollande, il y a eu des prémices. Pour aborder ce type de dossier, il faut avoir un maximum de légitimité. Et en ce moment, nous sommes en période électorale. Il en a jusqu'au 6 novembre, il peut agir. En période électorale, concentrons-nous sur tout ça parce que c'est un dossier plus lourd. Le président Macron avait dit lorsque nous étions à Paris, le 28 janvier déjà, le président Biya nous rappelait que dans son livre pour le libéralisme communautaire, lui-même a regretté cette guerre, ces violences-là et a appelé à une thérapie collective. Et comme il a annoncé cette thérapie collective, l'occasion est là justement de commencer cette thérapie collective. Il y a un mandat qui s'apprête à reprendre. Cette thérapie collective, il l'a commencé en 2022 en acceptant la mise sur pied de cette commission et logiquement, dans le cadre de ce mandat, il serait bon que ce qu'il présente justement comme objet de la campagne, c'est les résultats de ce travail. Il a pris la parole une semaine après Emmanuel Macron, il nous a reçus à Etoudi. Tout à fait. Logiquement, il devrait... C'est donc un grand chantier qui s'ouvre à lui. C'est un très grand chantier. 45 jours avant l'élection, permettez-lui de recueillir la légitimité. C'est pas automatique. Il y a des élections. Il y a des élections. Il peut permettre d'avoir la possibilité justement de lancer dans ce vaste chantier. Il faut qu'il agisse. Merci pour ces éclairages. Merci pour vos prises de position, les éléments que vous avez partagés avec les téléspectateurs de la CRTV. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Et s'il plaît à Dieu, au lendemain de la fête de l'Assomption, nous allons nous retrouver la semaine prochaine.